Bonjour, je suis actuellement avec Olivier Roland, qui est un des plus gros blogueurs francophones actuellement. Bonjour Olivier. Salut. Donc c'est le deuxième interview qu'on fait ensemble. La dernière fois c'était toi qui me posais des questions. Là on a un peu inversé les rôles. Euh, Ouais. donc est-ce que tu peux rapidement me présenter parce que moi mes lecteurs sont plutôt des e-commerçants, ils ne te connaissent pas forcément, ils ne sont pas forcément axés à fond sur le blog. Donc est-ce que tu peux te présenter ton parcours, etc. Ouais, pas de souci. Donc moi en fait, je suis un prof de liberté. Donc j'enseigne en fait aux entrepreneurs et aux aspirants entrepreneurs à non seulement être libres matériellement, mais aussi être libres dans leur tête. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire essentiellement créer une entreprise qui soit au service de sa vie. Et plutôt que sa vie soit au service de son entreprise. Et puis voilà, être libre dans sa tête, ça passe par le développement personnel, le fait de s'améliorer et puis aussi de se concentrer sur la réalisation de ce qui nous plaît vraiment, de s'épanouir à travers notre activité. Et donc moi j'ai créé ma première boîte à 19 ans. C'était une expérience géniale, sauf qu'au bout de quelques années j'en ai eu marre du déséquilibre qui est classique chez entrepreneurs, c'est à savoir de travailler 70 heures par semaine, de prendre une semaine de congé par an. Et je cherchais un moyen d'avoir un meilleur équilibre entre ma vie pro et ma vie perso. Du coup j'ai eu tout un parcours. Au final j'ai créé une entreprise sur le web. J'ai réussi à avoir une entreprise qui me permette de voyager 6 mois par an. J'ai fait une, une conférence récemment là-dessus, un peu dans le style TED. Il y a des extraits de cette conf qui ont été mis dans une pub que vous avez peut-être vu à la télé, qui est passée pour la banque ING. Voilà, et donc là, je viens de terminer un livre qui va être publié dans les prochains jours, qui s'appelle « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études », qui justement enseigne comment devenir libre, être libre au XXIe siècle. Ok, super. Bon, alors justement, c'est une très bonne transition parce que justement c'est l'objet de l'interview aujourd'hui. C'est pour ça que je t'ai proposé de t'interviewer parce que tu as terminé la rédaction de ton bouquin. Moi j'ai une question à ce niveau-là, c'est que tu as déjà un blog, tu fais déjà des vidéos. Enfin je dis un blog, tu as déjà plusieurs blogs, tu fais des vidéos. euh, donc tu fais une vidéo par jour. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce bouquin, sachant voilà, la masse de travail que ça allait t'apporter, vu ce que tu fournis déjà à côté, quoi. Ouais, alors c'est une bonne question parce que ce livre-là, j'ai quand même passé 3 ans et demi à l'écrire. Il fait 520 pages, il y a 400 références scientifiques dedans, donc c'est beaucoup de travail. Et je l'ai fait tout simplement parce que je voulais en fait accomplir ma mission en fait. Pour moi, tu vois, je pense que tu connais la pyramide de Maslow, tu vois, les besoins de base, et puis après tu as l'estime personnelle, puis l'accomplissement, etc. Moi, j'ai une entreprise qui fonctionne extrêmement bien, qui me permet de gagner plus d'argent que je peux en dépenser, qui me donne une liberté extraordinaire puisque je voyage 6 mois par an et bon, je suis à peu près libre de faire ce que je veux. Mais bon, contrairement à ce que beaucoup de personnes croient, c'est pas pour autant que je passe mes journées à la plage. C'est pas que les gens croient que personnellement j'y vais, mais souvent on se dit ah bah si on a une entreprise comme ça qui fonctionne pour moi, qui est à mon service, je vais passer le reste de ma vie à boire des cocktails à la plage. Alors c'est sympa pendant quelques jours, puis après on s'ennuie assez rapidement. En fait, le but d'avoir une entreprise qui est au service de sa vie, c'est surtout de pouvoir accomplir, déjà vivre de ses passions et accomplir ce qui me tient vraiment à cœur. Et moi, une des choses qui me tient à cœur, c'est d'insuffler, enfin, d'encourager d'autres personnes à se lancer dans l'entrepreneuriat et à devenir plus libre grâce à l'entrepreneuriat. Donc en sachant que l'entrepreneuriat, il y a tout un mythe autour de ça parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui créent leur boîte en pensant qu'ils vont devenir libres et ils ne se rendent pas compte que finalement ils sont en train de créer leur propre prison parce qu'une entreprise ça a beaucoup de contraintes aussi. C'est pas parce qu'on est entrepreneur qu'on est forcément libre. On a plein de clients qui sont en quelque sorte des mini-patrons. Si on ne s'organise pas bien, on finit vite, comme je l'ai fait, comme des millions d'entrepreneurs le font, à travailler 60-70 heures par semaine. Par contre, en le faisant bien, donc vraiment en créant une entreprise de la bonne manière, avec la bonne approche, c'est possible d'en faire vraiment un support pour la liberté. Et c'est ce que je veux finalement partager dans ce livre. Donc en gros, il y a 3 grandes parties dans ce livre. La première, c'est une critique du système éducatif. Je montre par A plus B que le système éducatif est de plus en plus obsolète, qu'il est conçu à la base pour créer des bons ouvriers, des bons employés, et surtout pas pour créer des entrepreneurs ou des créatifs, des artistes, etc. Et qu'il est vain d'attendre qu'il se réforme, parce qu'il se réforme à une vitesse tellement lente que même s'il arriverait, admettons, à se réformer pour l'époque d'aujourd'hui, il y arriverait dans 10, 15, 20 ans. Et d'ici là, le monde aura encore plus changé que ce qu'il a fait dans les 20 dernières années. Donc de toute façon, c'est déjà une course perdue d'avance. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est justement comment hacker son éducation
comment booster son QI, comment apprendre à apprendre, comment se forger une volonté de moine Shaolin. Tout ça basé sur la science pour pouvoir apprendre efficacement par soi-même tout au long de sa vie. Et parce que je pense qu'aujourd'hui, on vit dans une époque où tout va tellement vite que si on ne se forme pas en continu, à un moment ou à un autre, on va être complètement largué. Et la troisième partie, c'est justement comment créer une entreprise qui soit au service de sa vie. Et ouais, je l'ai fait parce que déjà, j'ai voulu créer le livre que j'aurais aimé avoir quand j'ai arrêté l'école à 18 ans pour créer ma première entreprise à 19. Et je l'ai fait parce que je sais, enfin, j'ai beaucoup voyagé, ça fait 6 ans maintenant que je voyage à peu près 6 mois par an. Et dès qu'on voyage, on se rend compte d'un truc assez frappant, c'est le manque d'état d'esprit entrepreneurial en France par rapport à de nombreux pays. Là, je reviens juste du Brésil. Au Brésil, c'est la folie totale. Presque en comparaison, les Américains ont l'air de fonctionnaires. J'exagère un peu quand je dis ça, mais je ne suis pas très loin. Et en France, il manque cet état d'esprit entrepreneurial. Je pense qu'il y a trop de personnes en France qui pourraient être des bons entrepreneurs, mais en fait, on leur a jamais dit qu'il y avait une autre possibilité que passe ton diplôme, fais du métro boulot dodo pendant 40 ans et puis tu verras ce qui se passe. Du coup, j'ai l'impression qu'en fait, il y a plein de braises potentielles en France, mais on les a mouillées toute leur vie en fait. Du coup, elles n'ont jamais prises ces braises. Et moi, j'aimerais juste être la petite brise en fait qui va souffler sur ces braises et faire en sorte que ça devienne des grands incendies, tout simplement. D'accord. Et donc en gros, tout ce que tu expliques, le cheminement de ton livre, en fait, c'est globalement ce que tu as expérimenté, ce que tu as constaté, ce que tu as expérimenté, aussi bien en arrêtant tôt tes études parce que a priori ça te convenait pas, et après en montant ton entreprise avec succès a priori. Globalement, ton livre explique ce que tu as déjà expérimenté. Alors oui, non seulement ça se base sur mon expérience, c'est évident, mais pas seulement. Je ne voulais pas juste me baser sur mon cas parce que statistiquement, ce n'est pas suffisamment intéressant. Puis je ne voulais pas sortir des trucs de mon chapeau. Donc ça se base sur mon expérience quand même parce que bon, c'est aussi pour montrer, voilà, je sais de quoi je parle, je l'ai expérimenté moi-même. Ça se base sur l'expérience aussi de centaines d'entrepreneurs que j'ai rencontrés tout au long de ma carrière, y compris de mes élèves, dont tu fais partie, puisque voilà, quand je dis que je suis prof de liberté, je vends aussi des livres, des formations qui enseignent ça. Du coup, j'ai l'immense chance de pouvoir être en contact avec des tas d'entrepreneurs que j'ai aidés via ces formations qui ont réussi aussi à devenir libres grâce à leur boîte. Et du coup, ça me donne aussi tout un panel, si tu veux, de différents profils dans des activités qui sont complètement différentes qui ont réussi à accomplir ça. Et je me base aussi, et c'était important pour moi, sur la science parce que voilà, il y a eu jusqu'à 4 assistants de recherche qui ont travaillé pour moi, pour m'aider à trouver toutes les références scientifiques sur lesquelles s'appuie ce livre. Et il y a plus de 400 références scientifiques dans ce bouquin. J'ai vraiment voulu faire en sorte qu'on s'appuie sur le meilleur, non seulement des bonnes pratiques, de l'expérience, mais aussi de la recherche. Ok. Ouais, alors du coup, moi en suivant tes vidéos, donc là tu m'as dit 550 pages, quelque chose comme ça? 520 pages. 520 pages, ok. Donc je suivais tes vidéos, au départ tu étais même parti sur 600 pages. Alors est-ce que c'est une volonté de ta part de faire un livre aussi gros ou est-ce que c'est vraiment, tu avais vraiment trop de choses à dire et du coup tu ne pouvais pas commencer ça parce que t'as pas peur qu'au final, ça fait quand même un pavé, mine de rien. Tu peux aussi t'en servir pour faire ta muscu, c'est pratique. C'est un livre de 2 en 1. Ouais, c'est pratique. Mais c'est un pavé dans la mare en même temps, c'est le but. Ouais. Oui, alors c'est vrai que ça fait un peu pavé dans la mare. Ouais, c'est une bonne question. Tu sais, il y a eu des grands débats avec mon audience et puis avec mon éditeur aussi là-dessus. Je pensais pas qu'il allait être aussi gros, très honnêtement, quand je l'ai créé. Mais au final, je te dis, j'ai vraiment voulu créer le livre que j'aurais aimé avoir. Il n'y a pas tout dedans, mais il y a quand même énormément de choses. Donc c'est un peu une bible, ou une encyclopédie si on veut. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont être découragés par ça. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont le commencer, qui ne vont pas l'arrêter. Mais au final, moi, ce qui m'importe, c'est de toucher ce que j'appelle les rebelles intelligents. Les gens qui ressentent au fond d'eux un appel à faire autre chose, tu vois. Parce que finalement, dans mon audience, j'ai beaucoup de gens qui sont soit des entrepreneurs à succès, soit des gens qui ont beaucoup de succès dans leur carrière professionnelle, typiquement des cadres, tu vois, bac plus 5 dans une grande boîte, qui ont qui extérieurement ont tous les signes de réussite, tu vois, ils ont un bon salaire, des enfants heureux, une voiture, etc. Mais
il manque un truc, tu vois. Ils ressentent ça au fond d'eux, il manque un truc. Et typiquement, à un moment, ils se réveillent, ils se disent, mais j'ai pas envie de passer ma vie comme ça en fait. Moi, il y a un moment, il faut que je réalise mes rêves, il faut que je réalise ce que j'ai vraiment envie de faire. Et souvent, ça passe par justement une démarche entrepreneuriale, parce qu'avec une entreprise, bien sûr, il y a quand même des contraintes économiques, etc. Mais on est déjà beaucoup plus libre pour faire des choses qui nous branchent et qui nous permettent de nous réaliser. Et j'essaie vraiment de donner le maximum de choses à ces personnes-là. Et quand je dis des cadres, c'est aussi, en fait, je m'adresse à la même personne à différentes étapes de sa vie. Ça s'adresse aussi aux étudiants qui ressentent exactement la même chose aujourd'hui dans le système scolaire, qui sont obligés d'être dans le système scolaire, qui étouffent là-dedans, qui sentent que c'est pas fait pour eux et qui aimeraient bien trouver une voie de sortie, si tu veux. Et donc, j'essaie de donner un maximum de choses, de faire en sorte que ça soit le plus crédible possible, d'où les références scientifiques, etc. Et puis le plus pertinent pour que ça leur apporte vraiment de la valeur. Donc c'est gros. Après, voilà, si tu es étudiant, par exemple, tu vas peut-être plus t'intéresser à la première et deuxième partie. Si tu es déjà salarié ou entrepreneur, tu vas peut-être plus t'intéresser à la troisième partie. Voilà, après, les gens peuvent très bien prendre des parties de ce livre. Mais voilà, je pense quand même que c'est tout le monde, même l'entrepreneur aguerri aujourd'hui qui a 40 ou 50 ans par exemple, il devrait quand même, la deuxième partie peut l'intéresser parce qu'il a envie d'apprendre, il a envie de se développer et quand il apprend des petits hacks comme ça, comme ceux que je partage ou des gros hacks comme ceux que je partage dans le bouquin, ça va changer tout simplement sa manière d'apprendre pour la rendre beaucoup plus efficace et ça va changer tout le reste après. Mais oui, c'est un gros livre, c'est son défaut, c'est aussi sa qualité, donc chacun y trouvera ce qu'il veut par rapport à ça. Oui, après c'est en fait tu investis, même si c'est la lecture d'un livre, même si c'est 600 pages, c'est pas non plus énorme, mais tu investis du temps pour en gagner derrière et pas en gagner qu'un petit peu parce que justement si comme tu le dis on suit ses études pour après simplement voilà, avoir un boulot d'employé où on s'épanouit pas spécialement, oui c'est clair qu'après voilà, l'investissement est pas énorme au départ. La seule chose c'est de se dire ok c'est juste la première fois de prendre le livre et de dire ok je vais lire 600 pages parce que c'est intéressant. Ouais. Je pense qu'il y a effectivement ces problèmes. Bon, il y a beaucoup de gens qui vont le voir en librairie, qui vont trouver la couverture sympa, le titre accrocheur, mais quand ils vont voir la taille, ils vont faire oula, et puis ça va leur faire peur. Bon, tant pis, j'ai fait ce choix de privilégier finalement la quantité et la qualité de l'information, et tant pis si ça fait peur à quelques personnes. Moi, je lis énormément de livres et c'est amusant parce qu'en fait, autant dans des tout petits livres très rapides à lire, tu vas parfois trouver des infos super pertinentes, autant sur d'autres livres qui vont être énormes, là, ils vont aller tellement en profondeur que justement, tu vas aller trouver des détails en plus qui vont t'amener plus loin, qui vont te faire avancer. Et c'est vrai que bon, moi, personnellement, je ne m'attarde jamais à la taille du bouquin. Au pire, j'en lirai un de moins ce mois-ci, mais voilà, après, c'est vraiment l'auteur et ce dont il parle qui est intéressant, quoi. Écoute, moi j'ai fait le pari d'essayer de donner un maximum de valeur, donc on verra si tu classes ça dans la catégorie des livres profonds. En tout cas, je le lirai et j'en ferai sûrement une critique sur mon blog, ça marche. C'est à peu près sûr. Ok, donc comme je disais, mes auditeurs en fait c'est des e-commerçants, donc j'avais quelques questions pour toi, sachant, je rappelle que tu n'es pas e-commerçant, hein, tu es blogueur, mais tu as suffisamment bien réussi pour avoir peut-être des conseils à donner aux e-commerçants. Et donc justement, si là tu as écrit ton livre, tu as peut-être besoin de te trouver un autre entre guillemets hobby. Si tu devais lancer ta boutique e-commerce, comment tu t'y prendras au départ? Par où tu commencerais et qu'est-ce que tu ferais pour amener du monde dessus, etc. Est-ce que tu as des conseils là-dessus? Écoute, ce qui est rigolo, c'est que finalement, toi-même, tu es un élève de blogueur pro et tu n'es pas e-commerçant, mais si, un petit peu quand même, et tu es dans l'e-commerce. Ce serait presque toi qui devrais répondre à cette question, en fait. Ah, mais j'en ai déjà donné beaucoup, moi je veux les tiens. Parce que toi-même, tu as vu en fait la valeur que ça a apporté finalement d'avoir une approche de création de contenu. Alors, donc, je vais expliquer ce que je veux dire par là. Moi, si aujourd'hui je devais démarrer un site e-commerce, bon, déjà évidemment, je ferai toute une analyse, une étude de marché, on ne se lance pas comme ça, c'est comme pour toute entreprise finalement. Et ensuite, moi tout de suite, je mettrai en place une stratégie de création de contenu en ayant la démarche suivante. Je regarderai en fait à qui s'adressent mes produits et je me poserai la question suivante. Voici à qui s'adressent mes produits, donc je créerai un avatar, voilà, ou des avatars, c'est-à-dire des portraits robots entre guillemets de mes clients typiques. Et je dirai, ok, qu'est-ce que ces personnes-là consomment comme type de contenu? Qu'est-ce que je peux créer et publier comme contenu qui va attirer,
les bonnes personnes, donc ces personnes à qui ces produits s'adressent, sur mon site e-commerce. Donc là par exemple, je peux donner un exemple concret, j'ai mon frère qui lance justement un site e-commerce en ce moment, enfin ça fait quelques mois qu'il a démarré, d'import-export de figurines de manga et ce genre de choses. Voilà un type de produit qui s'adresse à une population très particulière. Si je veux attirer sur mon site des gens qui sont intéressés par mes figurines de manga, qu'est-ce que je vais faire? Je vais publier des articles qui parlent de manga, je vais faire des vidéos qui parlent de manga, je vais faire des podcasts, éventuellement je vais interviewer des gens qui créent des mangas, je vais interviewer… Voilà, il y a des tas de possibilités. L'idée c'est vraiment de créer du contenu qui va intéresser mes clients potentiels, qui va les faire venir sur mon site. Et une fois qu'ils sont sur mon site, ils sont venus pour contenu, certes, mais ils vont aussi voir que c'est super, tiens le mec qui vend des figurines de manga, peut-être que ça m'intéresse, peut-être que ça m'intéresse, je vais aller voir la boutique. Je peux aussi faire de la promotion de mes produits directement dans l'article, hein, ce n'est pas un problème du tout. On peut aussi adapter le modèle que j'enseigne, à savoir en fait, dans le blog sert surtout à faire en sorte que les gens s'inscrivent à la mailing list. Donc typiquement, on pourra offrir un cadeau, un bonus à ces gens-là en échange de leur inscription à la mailing list, en se disant je veux créer une liste qualifiée qui est susceptible de m'acheter mes produits. Donc ça pourrait être quelque chose d'aussi trivial que trois astuces pour acheter vos figurines moins chères, par exemple, si on veut vraiment cibler. Après, on cible des gens qui cherchent le moins cher. Ou alors, on peut faire des trucs du genre, je sais pas moi, les 5 meilleurs mangas de tous les temps, gratuits. Enfin, on peut recevoir l'e-book avec différentes illustrations, des interviews exclusives, etc. Enfin, des choses qui vont intéresser au final mon client. Et du coup, c'est génial parce qu'on se constitue une source de trafic très qualifiée, gratuite, et aussi une source de mailing list. Et ce qui est super, c'est que si on fait le travail bien, on fait en sorte de créer du contenu sans date d'expiration, c'est-à-dire qu'il sera toujours valable dans 5, dans 10, dans 15, dans 20 ans. Et du coup, tout ce qu'on crée finit par travailler pour nous. Parce que vous pouvez avoir l'article ou la vidéo que vous avez créée il y a 5 ans, continue encore 5 ans après à vous amener des prospects, des clients tous les jours sans que vous ayez rien à faire. Et donc, a priori, tu ferais sans doute ça à partir d'un blog parce que de ce que tu expliques, c'est le plus simple. Aujourd'hui, oui, je créerai un blog, mais pas seulement parce qu'il faut vraiment, c'est important, un blog, c'est très important encore aujourd'hui. Il ne faut pas croire ceux qui disent que le blogging est mort. Par contre, un blog doit vraiment être vu comme le centre d'un écosystème. On ne peut pas juste créer un blog, il faut aussi créer une chaîne YouTube, une page Facebook, etc. etc. Il ne faut surtout pas négliger l'importance de la vidéo aujourd'hui, c'est très important. Mais voilà, ce qui est génial, c'est qu'on publie sa vidéo sur sa chaîne YouTube. On peut ainsi, bien sûr, la publier sur son blog, intégrer la vidéo YouTube sur son blog avec une transcription texte et puis publier aussi des articles directement sur le blog. Je recommande de publier au moins un contenu par semaine et dans l'idéal 2, un article et puis une vidéo par semaine, c'est très bien. Et après, moi, un avantage aussi que je trouve vraiment intéressant et que j'ai pu constater clairement avec mon propre blog, c'est que si tu fais du contenu de qualité, tu vas avoir deux choses intéressantes. Tu vas d'une éduquer tes clients, donc tes prospects du moins, en leur expliquant, en les amenant vers ton produit, mais en leur faisant comprendre que en éliminant ceux pour qui ton produit n'est pas intéressant pour eux parce qu'il ne répond pas à leurs besoins, et en faisant comprendre à ceux qui ne le savent pas encore que ton produit est une réponse à leurs besoins. Et autre chose que le blog, moi, m'apporte, c'est que ça a tendance à améliorer grandement en fait ton expertise, et donc les gens ont confiance en toi, et donc c'est beaucoup plus simple après de leur vendre un produit et même de faire le SAV derrière. Ah bah oui, c'est ça, c'est ce que j'explique notamment dans la formation, c'est que c'est une excellente manière, en plus le contenu, on ne se crée pas seulement des clients, on se crée une tribu de fans. Déjà, c'est complètement différent parce qu'on développe auprès d'eux à la fois notre relation avec eux, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste un marchand. On est quelqu'un qui leur apporte du bon contenu, des bons conseils, ça change tout dans la perspective. Et on développe aussi notre autorité, c'est-à-dire que clairement, les gens voient qu'on sait de quoi on parle. Et donc du coup, ils ont beaucoup plus confiance, c'est normal, pour acheter ce qu'on propose, tout simplement. Ouais, c'est la différence entre la grande surface et le magasin de proximité où tu as le conseil et la personne en face de toi. Exactement, sauf que là, on utilise le pouvoir d'Internet pour faire du magasin de proximité une multinationale. Puisque tu peux avoir des clients partout dans le monde. C'est ça aussi la beauté de la chose, c'est qu'avec la même quantité d'efforts qu'il fallait il y a 20 ou 30 ans pour avoir un business local, aujourd'hui tu peux vendre dans le monde entier. Et c'est extraordinaire. Alors, dans une de tes vidéos sur ta chaîne YouTube, tu parles d'un truc que moi j'ai bien aimé parce qu'en fait c'est quelque chose que je mets en place, je n'avais pas mis de nom dessus. Et toi justement tu as donné un nom, c'est créer une entreprise asynchrone. Oui. Et est-ce que tu peux expliquer ce que c'est et éventuellement, si tu as des idées, comment un e-commerçant pourrait amener à rendre son entreprise asynchrone en fait?
Oui, bien sûr. Alors en fait, la plupart des entreprises sont synchrones. Moi, j'ai une entreprise asynchrone. Alors quelle est la différence entre les deux? C'est simple. Ce que je veux dire par synchrone, c'est-à-dire que la majorité des entreprises requièrent de leurs employés, puis même, c'est même pas un fonctionnement réfléchi, c'est par défaut, qu'ils échangent en direct. C'est-à-dire que l'essentiel des échanges vont se faire soit de vive voix, soit par téléphone, soit dans des réunions. Certes, il peut y avoir des emails, mais on demande quand même à ce que les emails soient répondus très très vite. Il peut même y avoir des logiciels de chat comme Trello qui permettent d'échanger en temps réel. Le problème de ça, c'est que c'est plus difficile d'avoir une entreprise qui est au service de notre vie parce que c'est un modèle qui invite aux interruptions permanentes. C'est-à-dire que on est censé être joignable en permanence, on est censé donner la priorité à ceux qui nous interrompent. Typiquement, on est en train de travailler sur quelque chose, il y a quelqu'un qui nous appelle, voilà, on doit répondre à l'appel téléphonique. C'est obligatoire, ça fait partie des règles implicites. Et le problème de ça, évidemment, c'est que on sait que les interruptions, c'est une des majeures sources de perte de productivité parce que quand on est concentré sur une tâche, on a besoin d'un certain temps pour être vraiment dedans, un temps d'échauffement, et la moindre interruption brise la concentration et fait que même un coup de fil d'1 minute peut briser une concentration et faire qu'on doit reprendre plusieurs minutes pour se replonger dans la tâche. Ce qui fait que 3 coups de fil espacés sur 1 heure, ça peut vraiment briser la concentration et faire qu'au final, on a peut-être passé 25 minutes dans cette heure à vraiment travailler sur la tâche. Ce qui est vraiment dommage, alors qu'on aura quand même passé 1 heure au bureau à être occupé. Donc l'entreprise asynchrone, elle, c'est celle que j'ai. Donc en gros, on ne demande pas aux membres de l'équipe d'échanger en temps réel. Ça n'a aucune importance. Il n'y a pas de réunion, il n'y a pas d'appel téléphonique, il n'y a pas de discussion de vive voix. Tout se fait par l'intermédiaire d'emails ou de logiciels comme Asana qui sont des logiciels de gestion de tâches et on ne demande pas aux gens de répondre en temps réel. On s'en fout en fait. Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on demande, c'est que le travail soit fait à temps. Alors parfois, bien sûr, il y a des urgences, c'est évident, mais de manière générale, on s'organise quand même de manière à ce qu'on prévoit les choses suffisamment à l'avance. Et moi, par exemple, donc j'ai pas d'employés, j'ai que des prestataires qui travaillent pour moi, mais j'ai des prestataires qui travaillent presque à temps plein, enfin qui ont mis des personnes qui travaillent à temps plein pour moi. Il y a personne, j'ai 12 prestataires qui travaillent pour moi, alors ça va de la personne qui travaille presque à temps complet jusqu'à celle qui travaille juste quelques heures pour moi par semaine, mais il n'y a aucune personne de mon équipe qui a mon numéro de téléphone. Personne dans mon équipe n'a mon numéro de téléphone. Pourquoi? Parce que ça ne se justifie pas. Il n'y a aucune urgence qui peut se passer dans mon entreprise qui justifie que quelqu'un de mon équipe m'appelle. Ça n'existe pas. Tout peut se résoudre en quelques jours, c'est pas grave. Mes sites web sont hébergés chez un hébergeur qui s'appelle WP Engine qui gère pour moi toute la partie logistique dans WordPress, ce qui fait que si jamais mes blogs, par exemple, ont un problème technique, c'est WP Engine qui intervient sans avoir besoin de m'avertir. Et puis même, je veux dire, même si un ou deux de mes blogs sur tous mes sites sont HS pendant 2-3 jours, c'est pas la fin de mon entreprise, c'est pas très grave en fait. Donc du coup, tout le monde, voilà, c'est pas fait pour tout le monde ce type d'organisation, mais c'est très intéressant parce que du coup, intrinsèquement, comme il n'y a pas d'interruption dans ce mode, il y a beaucoup moins d'invitations aux interruptions dans cette manière de travailler, donc c'est une organisation qui est davantage au service de ta qualité de vie que l'autre. Bien sûr, on peut quand même avoir une entreprise qui soit synchrone et l'organiser pour pas qu'elle nous interrompe nous, mais en général, d'après mon expérience, c'est très difficile pour les entrepreneurs de faire ça. Tandis qu'avec une entreprise asynchrone, déjà intrinsèquement, c'est dans son ADN. Donc c'est beaucoup plus facile de le faire. Bien sûr, il faut aussi s'organiser d'une certaine manière. Par exemple, moi, j'ai configuré tous mes logiciels de manière à ce qu'ils ne puissent pas m'interrompre. Donc sur mon iPhone, par exemple, je n'ai pas mes emails. J'ai Asana qui est installé, mais il ne peut pas m'envoyer une notification. En fait, j'ai aucune notification. Ce qui fait que c'est moi, en fait, qui choisis quand est-ce que je vais me concentrer sur les tâches de communication avec mon équipe. Donc ce n'est pas une interruption, c'est un moment choisi de productivité qui lui-même est non interrompu. C'est-à-dire que quand je décide de traiter mes emails et les tâches Asana, je le fais pendant une plage par exemple d'1 heure et je fais ça complètement et ça augmente énormément ma productivité. Donc pour les gens qui sont dans cette entreprise et qui travaillent avec ce mode de fonctionnement, il y a des avantages et des inconvénients. Ce n'est pas fait pour tout le monde. L'inconvénient, bien sûr, c'est que déjà, il n'y a pas de bureau. Alors moi, c'est entièrement virtuel. Donc pour des gens, pour beaucoup de personnes, c'est important finalement cette socialisation automatique qu'on a avec une entreprise. Donc voilà, ça c'est un inconvénient. On va dire c'est un inconvénient majeur. Et d'autres personnes aussi ont beaucoup de mal à s'organiser en ayant de l'autonomie comme ça. C'est le deuxième inconvénient. Par contre, il y a beaucoup d'avantages et ça plaît aussi beaucoup aux gens. Moi, par exemple, je me fous complètement
de savoir combien d'heures par jour ou par semaine mes prestataires travaillent. Moi, tout ce qui m'importe, c'est que le travail soit fait. Je me fous complètement de savoir s'ils ont fait la fête la veille et qu'ils veulent dormir toute la journée ou prendre 2 jours comme ça. Voilà. Je me fous complètement de savoir où ils sont dans le monde. Ça n'a aucune importance pour moi qu'ils soient en Afrique du Sud, aux États-Unis. Et c'est ça aussi la beauté du modèle asynchrone, c'est que peu importe le fuseau horaire sur lequel tu es, en fait, puisque tu n'as pas besoin d'échanger en direct, finalement. Donc voilà, ça donne beaucoup de liberté, d'autonomie aux gens qui travaillent avec moi. Donc il y en a pour qui ça ne va pas et d'autres, au contraire, pour qui c'est le paradis sur Terre, tout simplement. Et c'est aussi extrêmement motivant pour ces gens-là qui aiment ce modèle de travailler dans ce modèle-là. Et d'ailleurs, ce qui est génial aussi, la beauté de la chose, c'est que si je fais une réunion Skype par an avec chacun de mes prestataires, c'est beaucoup déjà. Hein. Je fais quasiment jamais de réunion. Et quand je dis réunion, en fait, c'est un appel Skype. Je fais peut-être un appel Skype par an avec mes prestataires. Hein. C'est tout. Hein. Ouais. Parce qu'il n'y en a pas besoin. Il n'y a pas besoin de réunion. On n'a pas besoin d'échanger en temps réel, de toute façon. Et ça te laisse la liberté. Bon, toi, a priori, c'est le voyage et tout ça. Et du coup, ça te laisse... Voilà, et c'est ça aussi qui me permet de voyager 6 mois par an et d'être dans des fuseaux horaires tout le temps différents, bien sûr. Parce que quand tu voyages, entre guillemets, tu prends des vacances, mais d'un autre côté, c'est la même chose que tes journées de travail quand tu es chez toi à Londres. J'ai plein de manières de voyager, mais c'est vrai que voilà, typiquement, je vais quand même toujours travailler un petit peu, mais en général, je travaille beaucoup moins. Ok. Oui, et dans les tâches, en fait, qui sont assez aberrantes, et j'étais le premier à le faire, et qui rendent une entreprise totalement synchrone, c'est justement checker ses mails en permanence, alors qu'au départ, c'est un système asynchrone, en fait, qu'on transforme en quelque chose de synchrone. C'est une hérésie, en fait. C'est aberrant de faire ça. Et moi, je l'ai compris, et ça m'a fait gagner un temps incroyable de checker mes mails une seule fois par jour. Voilà. Incroyable. Exactement. Et l'hérésie ultime, c'est de mettre ses emails sur son smartphone et d'activer les notifications. Parce que là, on devient un Tamagotchi, c'est plus possible, c'est n'importe quoi. Là, on devient vraiment complètement addict. Et en plus, on devient addict sur un appareil qui n'est pas conçu du tout pour être efficace avec les emails. Je suis désolé, on n'est pas productif avec les emails sur un smartphone. Donc souvent, quand je dis ça aux gens, ça les choque, mais c'est tellement en dehors de leur univers de ne pas mettre leur email sur leur smartphone, alors que ça devrait être l'inverse. Ça devrait être en dehors de leur univers de mettre leurs emails sur leur smartphone parce que ce n'est pas fait pour et qu'il n'y a aucun intérêt à se concentrer sur ses emails sur son smartphone. Autant prévoir 1 heure par jour où vous traitez vos emails tranquillement sur votre ordinateur, sur un appareil qui est vraiment conçu pour, sur lequel vous êtes productif, et vous serez beaucoup plus performant et serein. Ouais, c'est clair. Et les emails sur smartphone, justement, je le faisais au début, et en fait, tu te rends compte à un moment que l'email, tu le lis, tu peux pas le traiter parce que tu as besoin d'aller faire des copier-coller d'une ressource ou tout ce que tu veux, et sur smartphone, c'est la galère. Et du coup, ce que tu fais, tu te mets un rappel pour te renvoyer l'email. Donc en gros, l'email, tu vas le traiter de 2 fois. Ça n'a aucun intérêt. Tu perds un temps fou. Et en plus, tu te stresses pour rien et tu profites pas de la vie, tu n'es pas dans le moment présent. Et alors je sais pas si c'est dans le livre de Tim Ferriss que je l'ai lu, mais c'est pareil, traiter ses mails plutôt en fin de journée, ça permet que les gens ils puissent y répondre calmement le lendemain dans la journée. Et en fait, ils ont une sensation de délai qui est moins longue. C'est-à-dire si tu réponds le matin, ils s'attendent à ce que tu répondes dans la journée parce que tu es au travail. Si tu réponds à 15h ou 16h, ils vont se dire bon bah là j'ai répondu mais il est plus là, donc c'est normal, il me répondra demain en fait. Et j'ai aucun problème de personnes qui me disent je réponds pas assez vite, alors que finalement je réponds qu'une seule fois dans la journée à tous mes mails. Bah exactement, ouais. Et puis moi, bon, tu sais, il y a certains emails, pour mon équipe, j'essaie de répondre au moins une fois par jour, parfois ça prend 2-3 jours, mais parfois ça m'arrive, quand j'ai des emails qui viennent de ma communauté, de ne pas répondre pendant 2, 3, 4 semaines. Hein, et ils le savent, hein, chaque fois que quelqu'un m'écrit en répondant à des emails que j'envoie, ils reçoivent un email qui dit attention, on ne peut pas vérifier tous les emails. Alors il y a mon équipe qui quand même répond aux emails, hein, mais parfois ils me transmettent des emails et je n'ai pas d'urgence particulière pour y répondre. Et parfois je perds des opportunités, mais c'est pas grave, ça fait partie des sacrifices nécessaires pour avoir une meilleure qualité de vie. Ça dépend aussi quand même du business que tu as et des produits que tu vends. Oui, bien sûr, voilà, bien sûr, c'est évident. Là, en l'occurrence, tout ce qui est urgent, par exemple, les demandes SAV des clients, c'est traité en 24-48 heures par mon équipe. Ok. Ah oui, alors une question que je trouve importante. Comme dans n'importe quelle entreprise, mais les commerçants sont évidemment touchés, il y a des moments où ce que tu fais ne fonctionne pas forcément, où tu peux avoir des bas ou des baisses de morale. Enfin, voilà, comment toi, parce que évidemment quand on suit ta chaîne YouTube,
on a la sensation que tout va dans le meilleur des mondes et que tout fonctionne bien, mais bon, évidemment il y a sûrement une face cachée à tout ça et qui fait que il y a des moments où tu as des bas. Comment tu fais pour te motiver et aller à l'encontre de ces périodes un peu molles et pour avancer et continuer? Notamment je pense à tes vidéos où tu fais une vidéo tous les jours. Est-ce qu'il y a s'il y a des fois où c'est difficile, tu arrives quand même à faire ta vidéo? Comment tu procèdes pour aller au-delà des moments un peu mous, quoi? Écoute, je pense que les gens vont me détester, mais c'est très très rare que j'ai des moments comme ça. Parce que vraiment, j'adore ce que je fais en fait. Je trouve ça génial. C'est extraordinaire. Moi. Je suis en train d'aider des milliers de personnes à être plus libres, plus heureuses dans leur vie. Je partage des trucs qui, moi, me font kiffer. Je voyage partout dans le monde. Enfin, j'ai vraiment l'impression de réaliser mes rêves. Alors c'est vrai qu'après on s'habitue à tout, hein. Donc il faut que je me rappelle régulièrement à quel point c'est extraordinaire. Mais des bas vraiment, j'en ai pas vraiment. Je trouve ça extraordinaire. Enfin, puis je passe d'un projet qui m'intéresse à un autre. Tu vois là pendant 3 ans et demi j'ai bossé sur mon bouquin. C'est quelque chose qui m'a donné beaucoup d'énergie. Et puis bon, j'ai des périodes où je travaille beaucoup quand même, hein, notamment quand je fais un lancement de produit. Donc ça c'est ce qui est génial, c'est que je travaille à fond, mais alors là par contre 70-80 heures par semaine, mais ça me va parfaitement. Pourquoi? Parce que je sais que ça dure 2 semaines par an, c'est tout. Donc je sais que c'est pas toute ma vie, je sais que c'est juste une partie. En fait j'apprécie ça parce que c'est juste une période momentanée. Et si j'ai pas envie, et en dehors de ces périodes où je bosse beaucoup, qui sont finalement assez rares dans l'année, quand j'ai pas envie de travailler, je travaille pas. C'est ça qui est génial. Je veux dire, j'ai pas vraiment. Tu sais, là, clairement, si je voulais, je pourrais arrêter de travailler et vivre de ce que j'ai gagné pendant 10 ans, même plus, hein. Si j'avais envie de passer tout le reste de ma vie à la plage en Thaïlande, je le pourrais. La Thaïlande étant un pays c'est très peu cher. Donc, tu vois, là, par exemple, en juillet-août, j'ai été vraiment très très cool. J'ai passé un mois au Portugal, puis après, je suis resté un mois ici à Londres où je vis. C'était vraiment très cool, j'ai vu beaucoup d'amis, je me suis amusé. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant, si tu veux, c'est que ma manière de m'organiser et mon business est organisé de telle manière que, en fait, quand je suis lassé d'un truc, je passe à autre chose, tout simplement. Si j'en ai marre de bosser, j'arrête. Si j'en ai marre de me reposer, je bosse. S'il y a un projet qui m'ennuie, j'arrête de le faire et je me lance dans autre chose. Enfin, j'ai une liberté vraiment totale. Et du coup, si jamais j'ai un coup de mou, c'est uniquement et entièrement ma faute et c'est à moi de trouver autre chose à faire. Et puis tu sais, moi j'ai un truc qui me remplit mon vide, qui me remplit le vide très très fortement, c'est que voilà, j'adore voyager. Donc si à un moment je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire, je prends un billet d'avion vers une destination où je ne suis jamais allé et ça va m'en mettre plein les yeux pendant plusieurs semaines. J'adore aller dans un endroit que je ne connais pas, rencontrer les gens, découvrir les lieux, découvrir une autre culture. C'est quelque chose d'extrêmement fascinant et enrichissant. Alors là, c'est vrai que tu as un peu répondu à la question parce que tu fais ce que tu aimes et je pense que c'est un excellent moyen de motivation. Moi, je le ressens complètement quand je rédige mes articles, je fais des vidéos, etc. Et du coup, ça te permet en effet, même si tu as un coup de mou, de te dire ouais, mais j'ai vraiment envie de le faire. C'est pas juste il faut le faire, c'est j'ai envie de le faire, donc c'est vachement important. Maintenant, ouais, c'est clair. Clairement, le fait que tu sois peut-être toujours comment dire, le fait que tu aies rarement de bas, c'est peut-être aussi ta situation actuelle. Est-ce que avant, si on remonte un peu, je sais plus, c'est des livres pour changer de vie, je crois, qui t'a vraiment fait décoller ta carrière, on va dire. De mémoire, tu devais rédiger un bon paquet une cinquantaine de critiques de livres. Est-ce que tu arrivais toujours à te motiver à le faire? Ah non, mais ça, les livres, j'ai eu aucun problème pendant la première année des livres pour changer de vie. J'étais au contraire ultra motivé, je trouvais ça génial. Non, si on veut retrouver, je vais t'aider un peu, mais c'est vrai que je suis quand même quelqu'un qui naturellement est assez enthousiaste et optimiste, tu vois. Moi, mon père a été dépressif et alcoolique, si tu veux. J'ai vu les ravages que ça causait et je me suis juré de jamais être comme ça. Donc, ouais, je pense que ça, voilà, ça fait partie de ma manière d'être et du contrat que j'ai passé avec moi-même, si tu veux. Si un jour je me sens pas intéressé par ce que je fais, tout ça, je change, c'est tout. Voilà, pas besoin de chercher midi à 14 h, pas besoin de se compliquer la vie outre mesure. Je cherche des solutions simples. Mais bon, il y a eu finalement le moment qui était le plus difficile pour moi dans ma carrière d'entrepreneur, c'est celui que j'ai partagé tout au début. C'est-à-dire que voilà, j'ai arrêté l'école à 18 ans, j'ai créé ma boîte à 19 ans. C'était génial.
J'ai vécu un truc extraordinaire que très peu de jeunes de cet âge ont pu vivre. J'ai acquis une expérience extraordinaire, j'ai rencontré des gens géniaux. C'est là où je suis passé vraiment de l'adolescence à l'âge adulte. Mais au bout de quelques années, j'en ai eu vraiment marre de ce déséquilibre très très fort entre ma vie pro et ma vie perso, puisque voilà, je passais 60 ou 70 heures par semaine, et quand en 22-23 ans, tu as parfois envie de faire autre chose. Puis je prenais une semaine de congé par an. Et c'est entre ce moment où j'ai réalisé que cette entreprise que j'avais créée pour devenir libre était en fait, je m'étais créé ma propre prison avec, et le moment où j'ai trouvé la solution, c'est là où c'était le plus dur. Parce que pendant plusieurs années, j'ai cherché la solution et je n'ai pas trouvé. Ce qui fait que, parce que voilà, ma entreprise c'était ma seule source de revenus, je n'avais pas le droit aux essais éthiques, étant gérant en France, tu n'as pas le droit aux essais éthiques, je ne voyais pas comment revendre mon entreprise, donc bref, j'étais coincé. Et j'étais indispensable dans cette boîte, je ne voyais pas comment changer l'organisation pour travailler moins dedans. Donc il y a eu des moments à ce moment-là où j'en avais vraiment marre d'aller voir les clients et tout ça. Mais en même temps, c'est ce qui m'a donné l'énergie de chercher inlassablement une solution jusqu'au moment où j'ai trouvé. Donc c'était aussi quelque chose de positif. Voilà. C'est comme ça, c'est ma philosophie, c'est ma manière d'être. J'essaie toujours d'avancer, d'être... je ne sais même pas en fait, je suis comme ça et c'est le contrat que j'ai passé avec moi-même. Ok, en même temps c'est une bonne solution de se dire qu'à un moment on n'est pas obligé... Ben oui, à un moment, soit vous acceptez ce que vous faites, soit vous n'êtes pas content, vous cherchez une solution. Et c'est ok effectivement, on peut parfois mettre longtemps à la trouver, mais au moins rien que d'être dans la démarche de chercher, d'être ouvert, d'explorer de nouvelles choses, c'est aussi en soi extrêmement intéressant. Et ça aide à supporter un quotidien qui est un peu plus difficile du coup. Ouais, c'est clair. Et puis du coup, on transforme cette énergie qui à la base pourrait être destructrice en quelque chose de très positif. Ouais. Et ça permet de... Je connais plus le proverbe exactement, tu peux peut-être le retrouver, mais voilà, si on fait quelque chose qui nous plaît, même si au final ça aboutit pas forcément, on a de toute façon pu apprécier tout le chemin pour y arriver en fait. Et c'est déjà largement suffisant en fait, c'est même plus important souvent que le résultat. Et, Yes. et ça fait, enfin voilà, c'est ce qui est motivant, c'est de faire vraiment, comme tu le disais au début, faire un truc qui nous intéresse, qu'on a envie de faire, qu'on réussisse, qu'on réussisse pas, c'est pas forcément grave au final, quoi. L'important c'est dans la démarche de progresser, d'explorer, pour trouver les choses qui nous plaisent. Ouais, alors aussi, ça c'est extrêmement récurrent chez les e-commerçants, notamment on parlait de créer du contenu, un blog, etc. Moi, c'est souvent un conseil que je donne aux e-commerçants et systématiquement ils me répondent mais j'ai absolument pas le temps pour me consacrer à ça. Est-ce que tu as des trucs qui t'aident à gagner du temps ou est-ce que ou dans ce que tu as fait avant, est-ce que tu as identifié des choses qui t'ont fait vraiment gagner du temps pour te consacrer à des choses plus importantes derrière? Donc tu veux dire en création de contenu? En création de contenu ou dans la gestion de ton entreprise en général, est-ce que tu as éventuellement clairement, j'ai expérimenté toutes les formes. En gros, tu as 3 grandes formes de création de contenu. Tu as le texte, l'audio et la vidéo. On pourrait aussi mettre les infographies, donc tout ce qui est... voilà, mais bon, l'infographie, quelque part, c'est du contenu texte. Mais bon. De ces 3 types de contenu, clairement, pour moi, le plus facile à faire, c'est le contenu vidéo. En plus... alors c'est le type de contenu qui fait le plus peur aux gens parce qu'ils ont peur ils ont peur de se montrer, ils ont peur qu'on se moque d'eux, ils ont peur qu'on trouve que voilà, ils hésitent trop. Enfin, la première fois qu'on fait une vidéo, en général, on se regarde, on se dit mon Dieu, c'est horrible, l'éclairage n'est pas bon, j'ai une sale tête, j'arrête pas d'hésiter, les gens ils vont me jeter des tomates dans la rue et je vais être expulsé de la tribu, je vais mourir tout seul, tout nu dans la forêt. Et voilà, et c'est une peur normale, mais il faut la dépasser. Mais clairement, pour moi, c'est le plus facile de faire les vidéos. Et en plus, ce qui est génial, c'est qu'à partir d'une vidéo, on peut ensuite transposer cette vidéo dans les 2 autres types de contenus. Donc, on crée une vidéo, on la publie sur YouTube, on la met sur son blog, on extrait le MP3 de la vidéo, donc la piste audio, et puis on en fait un podcast qu'on met sur iTunes. Et puis, la vidéo, on la fait transcrire. Et hop, ça fait du texte qu'on met en dessous de la vidéo. Et du coup, ça permet d'être présent sur... Et puis bien sûr, la vidéo, on ne la met pas que sur YouTube, on la met sur Dailymotion, on la met sur Facebook, on la met sur Vimeo, etc. etc. Pareil, le podcast, on le met sur iTunes, on le met sur SoundCloud, etc. etc. Donc, du coup, on a le même contenu qui est dupliqué partout, mais sans avoir la pénalité du duplicate content de Google, puisque ce n'est pas du texte. Et le texte, on le met sur notre blog, ce qui fait que ça amène du trafic longue traîne via les moteurs de recherche. Donc, on a le beurre, l'argent du beurre et tout le reste. Et tout ça pour une quantité de travail qui est finalement assez minimale. Aujourd'hui, une vidéo, après j'ai fait beaucoup de vidéos quand même pour ma chaîne YouTube, mais aujourd'hui une vidéo qui dure 5 minutes, ça me demande peut-être 10 minutes en tout et pour tout de travail avec l'idée, le tournage, et puis voilà, puis après mon équipe se charge de tout le reste.
se charge de faire toutes ces transformations. Et j'ai ce contenu-là qui m'a pris 10 minutes de travail, qui va être dupliqué, qui va être peut-être sur une quinzaine d'endroits différents et parfois à fort trafic, et qui va m'amener des prospects, des clients pendant 5, 10, 15, 20 ans sans que je fasse rien. Donc c'est assez extraordinaire comme effet de levier en fait. Ouais. Et t'expliquais qu'au début ça fait peur, etc. J'ai vu une de tes vidéos j'ai appliqué ce que tu disais, ça m'a beaucoup fait rire derrière. C'est parce que t'expliquais que les premières vidéos elles font toujours peur, mais qu'il faut pas en avoir honte. Et tu expliquais d'aller voir les premières vidéos des gros youtubeurs. Ouais, et exactement. J'allais voir quelques-uns et ouais, il y en a qui partent d'assez loin. C'est assez drôle de voir où ils sont arrivés, quoi. Voilà. Quand on voit les super youtubeurs qui cartonnent aujourd'hui, on trouve ça super pro, les cuts sont top, il y a un bon rythme, on est mort de rire, etc. On pourrait se dire, waouh, jamais j'arriverai à leur niveau, mais quand on regarde leurs premières vidéos, c'est souvent assez édifiant et ça encourage fortement à se lancer aussi, même si on n'a pas forcément l'objectif d'atteindre leur niveau, tout simplement. Et puis, c'est ce que je dis toujours, au début, quand on publie ces premières vidéos, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'au début, il n'y a que votre mère qui va aller voir votre vidéo. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a que votre mère qui va aller voir votre vidéo. Donc vous vous en foutez complètement si ce n'est pas d'une bonne qualité ou pas. Si c'est d'une bonne qualité ou pas. Vous faites et puis au fur et à mesure, vous allez améliorer vos compétences au même moment que vous développez votre communauté. Alors si vous avez déjà un site e-commerce qui marche, bien sûr, c'est différent. Mais voilà, il faut quand même à un moment oser dépasser sa peur et puis créer quelque chose. Ok. On va revenir rapidement à ton livre. Donc, qu'est-ce qu'un e-commerçant en fait pourrait retirer de la lecture de ton livre, et est-ce qu'il y a des choses qu'il pourrait appliquer directement en fait sur son business? Alors écoute, sur la première partie, sur la critique du système éducatif, je pense que ça peut être quelque chose qui peut l'intéresser pour ses enfants s'il en a, éventuellement par curiosité intellectuelle. La deuxième partie sur comment hacker son apprentissage, je pense qu'en gros c'est utile à tout le monde aujourd'hui. On vit dans un monde qui va de plus en plus vite. Et c'est super important de rester, de garder son cerveau affûté puis d'apprendre des choses en permanence toute sa vie. Donc là, je partage vraiment des méthodes qui sont scientifiquement prouvées pour booster son QI, sa volonté, sa capacité d'attention, sa productivité puis sa capacité d'apprentissage. Et ça, clairement, ça forme un excellent socle après pour tout le reste de la vie. Et la troisième partie, c'est comment avoir une entreprise qui est au service de sa vie. Et c'est tout à fait adapté au e-commerce aussi. J'en parle. D'ailleurs, je parle même de choses qui sont très spécifiques à l'e-commerce comme récupérer les abandons de panier et ce genre de choses. Je pense que la troisième partie est ce qui va constituer vraiment le cœur de l'intérêt des e-commerçants pour ce livre. Ok. Est-ce que dans ton livre tu abordes une partie sur les langues étrangères? Parce que justement, moi je suis assez étonné du nombre de e-commerçants qui ne maîtrisent pas l'anglais. Alors que... Mais c'est pas si étonnant que ça. Justement, c'est un des plus grands échecs du système éducatif français et même francophone en général à part le Québec. C'est d'être aussi mauvais dans l'apprentissage des langues étrangères alors que tout le monde s'accorde aujourd'hui pour dire que c'est important. Il n'y a que 19% des Français qui déclarent se sentir suffisamment en confiance pour parler dans une langue étrangère. Enfin, même pas pour parler, pour faire un dialogue dans une langue étrangère. C'est quand même ahurissant de constater à quel point le système éducatif échoue à quelque chose aussi important et vital dans le monde d'aujourd'hui. C'est fou. Et donc, effectivement, du coup, non seulement je montre ça en exemple du problème du système éducatif aujourd'hui, mais je donne aussi toute une méthodologie pour hacker son apprentissage des langues, parce que pour moi, c'est très important. Et je l'ai appliqué récemment, tu as peut-être vu la vidéo, puisque je me suis mis à apprendre le portugais du Brésil. Et 8 mois après avoir démarré, je l'ai parlé devant 1600 personnes au Brésil. J'ai été interviewé pendant 10 minutes dans cette langue par un youtubeur brésilien. Alors je suis encore loin d'être bilingue, mais j'ai déjà un niveau suffisant pour avoir des conversations simples et pouvoir gérer des interviews. Donc c'est sympa puis c'est tellement excitant, intéressant d'apprendre une nouvelle langue, découvrir une nouvelle culture, de te rendre compte rapidement que tu fais des progrès, que tu peux interagir avec les gens, c'est extraordinaire. Oui, sachant qu'en plus, apprendre une nouvelle langue, c'est pas juste apprendre des nouveaux mots, c'est vraiment presque un état d'esprit différent, je trouve. Oui, je ne sais plus qui disait, apprendre une nouvelle langue, c'est comme d'avoir un nouvel œil qui te pousse sur le front. C'est-à-dire que c'est pas seulement une manière de communiquer, c'est aussi une manière de penser le monde, puisque finalement, le langage, c'est une interface avec la réalité. Et comme toute interface influence finalement la manière dont va être utilisée la chose avec laquelle elle s'interface. Donc là, la langue influence la manière dont on interagit avec la réalité, donc c'est très intéressant. Je discutais avec une linguiste justement qui me disait que sa passion, c'était de trouver des mots qui n'ont pas d'équivalent dans d'autres langues. Parce que quand on trouve des mots comme ça qui ne sont pas traduisibles dans d'autres langues, on trouve des concepts
sur lequel cette langue a une plus grande si tu veux, pertinence par rapport à la réalité, si tu veux. Donc voilà, c'est fascinant. Et même au-delà de ça, moi aujourd'hui j'ai un niveau par exemple suffisant en anglais pour penser en anglais. Je ne pense pas de la même manière quand je pense en anglais que quand je pense en français. J'ai pas la même énergie, j'ai pas le même rapport aux choses. C'est intéressant. C'est difficile à décrire, mais c'est intéressant. Puis bien sûr, on a accès à une nouvelle culture. C'est fou de se rendre compte rien qu'en anglais, le nombre de livres publiés en langue anglaise qui ne seront jamais traduits en français. C'est juste la folie. C'est la folie. La très grande majorité des livres publiés en anglais ne seront jamais traduits en français. Ouais, bah pour le coup, moi j'essaie de lire pas mal de livres du Personal MBA. Ouais, bah voilà, dans le Personal MBA, si je me rappelle bien, tu as un tiers des livres sur les 99 qui ont été traduits en français. C'est quand même hallucinant. Alors c'est censé être les meilleurs livres de business du monde. Donc ça montre le manque, tu veux, toute la culture de laquelle on se coupe quand on reste cantonné à une seule langue. C'est clair. Bah écoute, on arrive à ma dernière question. Est-ce que tu peux nous donner la date de sortie du livre et comment on pourra se le procurer ou quand? Ouais, bah écoute, il sort le 23 septembre dans toutes les bonnes librairies françaises, suisses, belges, québécoises et dans les dom-toms aussi. Et il sera aussi disponible sur le Kindle d'Amazon partout dans le monde, sur l'iBook Store et sur le Kobo pour tous les francophones expatriés ou ailleurs en Afrique par exemple qui voudraient se procurer le livre. Ok, bah écoute, super, merci. Bah écoute, merci à toi Olivier. Allez, bah écoute, je te souhaite une bonne journée. Merci à toi, salut. Ciao.